Shalom les amis, shalom parce que ça c'est un message un peu de ras-le-bol, en quelque sorte de découragement mais aussi d'encouragement parce que les événements que nous voyons autour de nous, ça nous alerte. Ce monde va vraiment dans un sens très dangereux et je crois que c'est le retour au passé. Parce que l'homme, l'humanité a déjà connu des ères très très sombres de son histoire. Et malheureusement aujourd'hui, nous avons entamé le même chemin. Et je crois que c'est la descente aux enfers. L'homme noir s'est toujours battu pour sa liberté, pour sa survie, depuis la nuit du temps. Aujourd'hui, je suis un peu révolté encore pour les événements qui sont devenus le pain quotidien aux États-Unis d'Amérique. Mais c'est un tableau sombre. Pourquoi? Parce que ce qui se passe aux États-Unis, en réalité, c'est l'image de l'homme noir partout dans le monde. Donc, c'est l'image de l'homme noir partout dans le monde. Il faut que ça change. Et pour que ça change, je crois que tout ne va pas se limiter au point de vue spirituel. Parce que la Bible dit aussi, priez et agissez. Il faut que quelque chose change. Parce que si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique, la police américaine, donc c'est une police, on ne peut pas dire que c'est une police raciste. Donc c'est comme des pitbulls entraînés. Vous connaissez les chiens, non? Les chiens pitbull. Ils sont entraînés. Quand ils sont entraînés, et on peut les canaliser sur certaines proies ou sur certaines choses. Et dès que le chien voit cette image, donc il est en rage, il est hors de lui. Donc moi j'ai l'image de ces policiers américains comme des pitbulls, comme des policiers chiens, des animaux, et qui sont entraînés. Il suffit de voir le noir, donc il est hors de lui. On ne peut pas parler du racisme. Ça va au-delà du racisme. Ça, c'est quelque chose d'inhumain et quelque chose de bien programmé. Et cette police, ou ce policier, ou cette police, la police américaine, il est en guerre contre la race noire. Mais ce qui est malheureux, c'est quoi? C'est le risque de l'effondrement des États-Unis d'Amérique. Parce que il y a déjà cette guerre qui est aux yeux, au vu et au su de tous. L'Europe est en guerre contre, en quelque sorte, les États-Unis est en guerre contre le reste de la planète. Les États-Unis est en guerre contre la Chine, les États-Unis est en guerre contre l'Europe, les États-Unis est en guerre dans tous les sens. Mais le plus grave, c'est quoi? C'est que les États-Unis est en guerre dans son propre territoire. Parce que les Noirs représentent quand même 13% d'individus. On ne peut pas entraîner un corps qui est censé être appelé force de l'ordre, maintien de l'ordre. Donc, un policier est entraîné, est recruté, est engagé, il est payé par l'argent public, donc la cotisation des Noirs. Donc, les Noirs travaillent pour qu'on paye les policiers américains. Donc, ces policiers américains sont payés aussi par les contribuables noirs. Mais ce qui est grave, ce n'est pas ce qui s'est passé avant-hier à Minneapolis. Non, ce n'est pas ça. Ça c'est, en fait, on est dans un répertoire, dans un film d'horreur que le peuple ou les gens veulent nous habituer. Parce que quand vous regardez un homme menotté, plaqué au sol, et qui crie que je ne peux pas respirer, qui en quelque sorte ne peut plus poser aucune résistance. Et on voit un blond, un policier blond, qui place son genou, parce que c'est un policier, il fait un acte assassin. Il sait où, tout sportif, j'ai fait un peu de sport, tout sportif sait où est-ce que tu peux toucher un adversaire pour le rendre inapte, pour l'immobiliser directement ou pour le tuer. Ça, c'était un acte délibéré. On ne peut même pas parler on l'a inculpé de l'assassinat involontaire. Mais dans la poche,
L'homme est en train de crier, il est à l'aise, impassif, ce n'est pas humain. Il n'est pas humain. Cet homme n'est pas humain. Vous comprenez que comme j'ai dit, l'image de Pitbull. Donc cet homme ne peut pas être un humain. Donc cette personne a été entraînée. Une fois qu'il est devant cette race noire, donc il n'est plus humain, il devient animal. Tu ne peux pas être insensible à la douleur d'un être humain. Mais par ailleurs, je crois que nous sommes habitués de ça. On connaît l'histoire de la colonisation. On connaît comment on coupait les bras à nos ancêtres. Comment on maltraitait, on nous mettait dans les eaux. Comment. Donc, moi j'ai l'impression que il y a une certaine race sur la terre. Quand il veut être méchant, il est vraiment méchant. Quand il veut être méchant, il est vraiment méchant. Les États-Unis d'Amérique font honte. C'est la honte des États-Unis d'Amérique parce que c'est le pays qui prône la Bible. C'est le pays qui prône la liberté. Ils vont larguer des bombes partout dans le monde, défendre je ne sais pas quoi, des populations qui doivent être libérées. Partout, en Irak, en Libye, partout on largue des bombes pour défendre la liberté. Mais l'Amérique est incapable de défendre la liberté dans son propre territoire. Ça c'est aberrant. Ça c'est aberrant. Et ça fait honte. Ça fait honte à ces grands pays que moi personnellement, j'aime tant. J'apprécie. Parce que étant chrétien, je crois que j'apprécie l'Amérique. Parce que c'est l'un des le pays qui envoie plus de missionnaires dans le monde et qui soutient plus de missions évangélistes dans le monde. Mais on ne peut pas souffler au chaud et au froid. On ne peut pas souffler au chaud et au froid. Non, ce n'est pas possible. La police américaine est entraînée pour assassiner les Noirs. Et puis il y a 2 poids, 2 mesures. Vous vous rappelez de ce jeune homme blanc qui avait assassiné 9 innocents individus dans une église. 2 hommes et 2 femmes. 9 personnes qui ne vendaient pas de stupéfiants. Parce que c'est ce qu'on accuse toujours des Noirs. Que les Noirs vendent des stupéfiants, les Noirs ne veulent pas travailler, les Noirs sont violents. Mais c'est 9 braves personnes, des pères de famille, des intellectuels. Quelqu'un, parmi ceux qui étaient morts là, il y avait un monsieur noir qui venait de rencontrer Hillary Clinton il y a une semaine avant. C'est un homme qui était très influent. Il a été abattu. Ils ont été abattus dans l'église pendant qu'ils étaient en train de méditer la parole de Dieu pour pouvoir vivre leur vie. Ce petit garçon est entré dans l'église. Il les a abattus. Avec un fusil, il est parti. La police l'a poursuivi, l'a arrêté dans la douceur, l'a donné un t-shirt blanc pour dire que c'est un ange. Ce n'est pas un méchant. Il a déliré un peu. On lui a donné l'antiballe, les gilets antiballes. Et ce petit avait même droit à demander à la police d'arrêter d'abord pour prendre un hamburger parce qu'il avait faim. Ils se sont arrêtés. Donc il n'a pas été brutalisé. Mais comment on peut toujours brutaliser les Noirs? Et ce qui est grave est que les autorités qui sont au pouvoir, ils n'ont jamais rien fait. Comment vous vous rappelez de cette histoire de ce jeune homme de 12 ans qui a été assassiné par la police? Le jeune homme jouait devant sa maison, devant la cour de sa maison, avec un jouet, un pistolet jouet. Il est en train de jouer. Un suprémaciste blanc appelle la police et la police arrive. De loin, il tire sur l'enfant, on l'assassine à bout portant. Et puis on se justifie, non, on croyait qu'il avait un revolver. Mais les États-Unis, c'est un pays des armes. Les États-Unis, c'est un pays des armes. Est-ce que porter une arme aux États-Unis, c'est un problème? Vous pouvez tuer un enfant de 12 ans parce que vous avez l'impression qu'il a une arme. Mais la police est entraînée pourquoi? Pour pouvoir sécuriser la population, non pour pouvoir assassiner la population. Ils sont entraînés pour immobiliser. Quand la police est appelée pour aller résoudre un problème, ils ne vont pas là pour tuer, ils vont là pour donner la solution. Tu ne peux pas tuer cet enfant de 12 ans de loin parce que tu as l'impression que tu pensais qu'il avait un revolver. Sachant que vous êtes dans un pays des armes. Vous êtes dans un pays où les armes sont autorisées. Et vous tuez un enfant de loin. Parce qu'il est noir. Il est tout simplement noir et vous le tirez de loin. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas se dire que c'est du racisme. C'est au-delà du racisme. Je crois que cet enfant
si même au plus, on pouvait les tirer pour l'immobiliser, on pouvait les tirer dans les jambes, on pouvait cibler les jambes de l'enfant, de tomber, après de ramasser s'il avait l'arme. Mais ils ont tiré pour tuer. Cette police est assassine. Cette police n'est pas normale. Cette police, c'est une police entraînée dans le sous-sol, préparée pour ça. Ce n'est pas normal qu'en cascade, il y a des morts, des noirs, et toujours c'est la police. Et ce qui est grave, hier je lisais un article. 99% de ces policiers ne sont jamais inquiétés. 99% de ces policiers ne sont jamais en prison. Mais les noirs, dès qu'il y a quelque chose, ils se retrouvent en prison. On monte n'importe quoi pour que les noirs se retrouvent en prison. Ce n'est pas normal. Ça, c'est la honte des Amériques. C'est la honte de l'Amérique. Ce n'est pas normal. Comment un policier entraîné pour sécuriser la population, j'ai regardé une vidéo où un homme blanc avec une grosse arme, un gros fusil, en train de passer dans la rue, et on a appelé la police. La police était là, en train de se calmer, de dire, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'arme? Ils sont en train de se cacher. Donc, pourquoi ne tirez pas? Moi, je ne suis pas en train de dire de tirer sur l'homme. Mais pourquoi quand c'est le blanc qui a une arme, vous ne tirez pas, même quand il a fait quelque chose de grave, tuer 9 personnes, vous lui donnez un t-shirt blanc pour l'innocenter. Mais le vrai problème, c'est quoi? Et que les États-Unis risquent de s'effondrer et de laisser le grand couloir pour la Chine. Parce que là où l'impérialisme occidental fait des spectacles de sa violence en public devant tout le monde, se rendant odieux même de sa propre population, parce que quand vous voyez à Minneapolis, ceux qui protestent là-bas, il n'y a pas que de noirs, il y a de blancs, il y a des spanish, tout le monde est en train de protester. Là où l'impérialiste ou l'impérialisme occidental fait sa brutalité devant tout le monde, l'impérialisme chinois se cache, fait sa violence dans le secret, lave son image d'être une bonne personne. L'impérialisme, en quelque sorte communiste, parce que le communisme, c'est aussi de l'impérialisme. Donc le communisme fait ces choses en secret. La Chine, c'est un pays dangereux qui tue son peuple, qui étouffe la population. Et tout le monde sait qu'il n'y a pas eu 4000 morts de coronavirus, mais il a imposé ça. Il y a parti des images où, dans des villes où les gens ont été abattus comme des animaux. Mais ça, personne n'en parle, personne ne sort. Et c'est ainsi que la Chine va continuer à jouer son hypocrisie, de se présenter comme le modèle parfait, n'est-ce pas, pour anéantir encore la population. Parce que, comme j'avais déjà dit, le communisme est pire que le néolibéralisme. Le communisme est pire que le néolibéralisme. Parce que le communisme est dangereux. Et malheureusement, petit à petit, comme si le monde est en train de se donner encore au communisme. Parce que la Chine s'est mise debout. Il s'oppose aujourd'hui aux États-Unis. Il est en train de préparer sa propre Bible pour encore amener en Afrique. Moi, je suis africain, mais la Bible ne m'a pas aliéné. La Bible ne m'a pas aliéné. Je garde mes convictions en tant qu'un chrétien, un enfant de Dieu, mais je suis un enfant de Dieu noir, africain, fier d'être africain. Parce que quand je lis dans la Bible, je ne vois aucune discrimination et la Bible ne m'oblige pas de faire un pèlerinage à Jérusalem. La Bible ne m'oblige pas de prier en hébreu. La Bible ne m'oblige pas d'aller prier au tombeau de Jésus ou au tombeau de Lazare ou d'aller faire un pèlerinage. Non, la Bible ne m'oblige rien. Cela veut dire que la Bible, c'est un livre de liberté. Donc, la Bible ne m'oblige pas. La Bible ne m'oblige pas de prier en hébreu ou en latin. La Bible ne m'oblige rien de tout ça. C'est pourquoi je garde encore ma conscience de l'homme noir africain. Mais le vrai problème, la photo que nous voyons aux États-Unis, c'est la photo de tous les noirs partout dans le monde. Nous, on n'est pas en sécurité
partout. Il n'y a pas un seul endroit où le noir est en sécurité. On n'est pas en sécurité aux États-Unis, on n'est pas en sécurité en Chine, où nous sommes considérés comme des chiens. On n'est pas en sécurité en Algérie, on n'est pas en sécurité au Maroc, on n'est pas en sécurité en Arabie Saoudite, on n'est pas en sécurité dans tous les pays du Golfe, mais malheureusement, on n'est pas en sécurité au Cameroun, on n'est pas en sécurité au Congo-Kinshasa, on n'est pas en sécurité au Congo-Brazza, on n'est pas en sécurité au Gabon, on n'est pas en sécurité en Côte d'Ivoire, on n'est pas en sécurité en Angola. En Angola, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas parce que le pays le pays communiste le plus puissant de l'Afrique, c'est l'Angola. Donc en Angola, n'en parlons même pas. On n'est pas en sécurité nulle part ailleurs. Parce que ceux qui nous gouvernent, ce sont des bandits qui travaillent au compte des individus qui poussent la jeunesse africaine de migrer vers l'Europe, vers les États-Unis, vers l'Asie, de pouvoir abandonner les terres de nos ancêtres, les terres bénies de nos ancêtres, que Dieu nous a données, là où il y a de l'or, du diamant, du pétrole, un sous-sol scandaleusement riche. Mais pourquoi on nous pousse à l'immigration? C'est un système politique bien étudié. Tant que l'Africain sera agité, tant que l'Africain ne sera pas chez lui, les autres mangeront à leur faim. Dans nos pays, dans notre terre, ils mangeront à leur faim. Et tant qu'ils trouveront des présidents qui ne travailleront que pour leurs cousins, pour leurs enfants, pour leurs cliques, qui ne vont créer que des cliques pour mater les autres, l'homme noir n'est pas en sécurité. Le président africain, les politiciens africains, les ministres, vous devez avoir honte de vous. Honte de vous. Moi, je crois que le métier le plus imbécile, excusez-moi l'expression, le métier le plus vil en Afrique, c'est la politique. Être un président en Afrique, être un premier ministre en Afrique, c'est honteux. Parce que c'est comme si tu es un papa, les gens viennent chez toi, on te dit, on va violer ta fille, tu laisses violer ta fille, on viole ta femme devant toi, et puis on te dit, toi-même aussi, participe à cette violation, toi-même aussi, tu violes ta propre fille, comme l'étranger le fait, toi-même. C'est ça le président africain, l'homme politique africain. Donc c'est l'homme qui voit l'étranger venir violer sa femme, violer sa propre fille dans sa propre maison, et puis après, on lui dit, toi aussi, tu peux violer ta fille. Lui-même, il viole sa fille à la présence des étrangers. C'est ça, l'homme politique africain. On n'est pas en sécurité nulle part. Moi et ma génération, nous avons dépassé tous 50 ans. Nous sommes arrivés ici, en Europe, on avait tous pratiquement 20 ans. Le plus grand avait 25 ans. On avait 18 ans, 19 ans, 20 ans. 16 ans même. On a fui les dictatures de chez nous. On a fui les guerres de chez nous. Ça fait 30 ans. Moi, je me rappelle, quand nous sommes arrivés ici en Europe, on venait en Europe, on se disait que dans 10 ans, dans 5 ans, nous allons retourner chez nous. La quasi-totalité de beaucoup d'entre nous, jeunesse, qui sont venus il y a 30 ans en Europe, on se disait qu'on est venu ici pour rentrer chez nous. Parce qu'on se disait que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, les choses vont s'arranger. On a travaillé, on a fait tout, on a mené des conteneurs, on a construit des maisons, on a voulu s'installer, mais ça n'a toujours pas marché. Ça n'a toujours pas marché. Il y a des gens qui ont été fatigués. Moi, je suis l'exemple. Depuis des années, j'avais, je crois, 27 ans, 26 ans, quand je commençais à mener des conteneurs en Angola. Le système politique veut que quand toi tu es au Congo, tu ne peux pas évoluer en Angola. Quand tu es au Congo, tu ne peux pas évoluer en Angola. Ce qui fait que on va te créer des bâtons dans les roues. J'étais obligé de lâcher, de travailler, de faire le commerce des conteneurs. On devait se contenter de petits business. Parce que tu es au Congo, tu ne peux pas travailler. En tant que Congo, tu n'as pas le droit de prospérer si tu n'as pas, tu ne fais pas allégeance à certaines personnes. On n'est pas libre. Malheureusement, Obama n'a rien servi. Mais Obama ne pouvait rien faire. Moi, je crois que Obama n'a pas une faute. Il était un président noir, n'est-ce pas, dans un pays majoritairement blanc. Il ne pouvait pas prendre parti des noirs.
mais Donald Trump peut faire plus. Mais si Donald Trump lui-même, il est chaque fois accusé d'être suprémaciste. Donald Trump, c'est un président qui dit ce qu'il pense. Il ne met pas l'eau dans le vin. Il ne met pas l'eau dans sa bouche. Il appelle le chat par son nom. Mais depuis qu'il est au pouvoir, ou qu'on assassine le noir, je crois qu'il pouvait faire plus. Il est très écouté, Donald Trump. Mais ce que Donald Trump oublie, il ne manque que 4 ans. Il va encore gagner les élections, mais il ne va pas se pérenniser. Il ne va pas réussir à changer la constitution américaine, de continuer encore 8 ans et de faire les États-Unis aujourd'hui comme les pays africains. Ce n'est pas possible. Après 4 ans, il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre le pouvoir. Je crois que dire tout simplement que faire la violence ne sert pas, c'est salir la mémoire de George Floyd. Ce n'est pas suffisant, Monsieur le Président. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Mais comment les gens ne peuvent pas se révolter devant une injustice flagrante comme ça? Comment les gens ne peuvent pas se révolter? Nous sommes des humains. Ils assassinent quelqu'un et puis ils rentrent à la maison. Et puis qu'est-ce qu'on dit? Voilà, ils ont été limogés. Ils ont été limogés. Parce qu'ils ont été limogés, après on va les placer dans d'autres secteurs où ils auront encore beaucoup plus d'argent. Parce qu'ils sont devenus des vedettes. Chaque fois qu'un policier tue un noir aux États-Unis, il devient une personnalité, il devient riche. Je crois que c'est devenu un business. Ce n'est pas possible. Comment les gens ne peuvent pas manifester lorsque quelqu'un assassine délibérément un individu qui n'oppose pas de résistance, qui est déjà menotté, plaqué au sol. Et en tant qu'un sportif, il sait comment maîtriser quelqu'un, comment on peut couper le souffle à un individu. J'ai fait un peu de sport. Chaque sportif sait où est-ce qu'il peut toucher son adversaire pour qu'il ne bouge plus. Il met son genou sur le cou de cet homme, un homme comme lui, il met son cou, pendant que l'homme est en train de dire, pendant 10 longues minutes, je n'arrive plus à respirer. Je souffre, je n'arrive plus à respirer. Il a la main dans la poche, c'est un pitbull, c'est un animal. Ça, ce n'est pas un individu. C'est comme quand je parle souvent des gens qui sont des mafieux, qui assassinent, qui tuent les enfants, mais quand les enfants sont malades, ils pleurent. Non, ce n'est pas un homme normal. Et puis quelqu'un comme ça, je vois le porte-parole de la police de Minneapolis qui vient parler même avec arrogance. Oh, l'homme a été, on a reçu un appel et l'homme a été arrêté. Il a fait la résistance et puis après, on a compris qu'il était en détresse médicale. Il a été envoyé à l'hôpital. C'est ça le parole de porte-parole de la police de Minneapolis. Il ne fait même pas référence qu'il a été plaqué au sol et qu'il a été coincé avec un genou. Il fait même pas. Donc il parle à l'aise, avec autorité, avec élégance. Donc parce qu'il est à l'aise. Il y a un pouvoir occulte qui pousse les policiers américains d'avoir cette attitude face à l'homme noir. Il y a un pouvoir occulte qui veut pousser les noirs à fermer la bouche, à s'étouffer. Mais ce qu'on oublie aux États-Unis, que l'homme noir a contribué massivement pour la grandeur des États-Unis. L'homme noir a contribué massivement. Et l'homme noir a arraché sa liberté au prix de son sang. On ne lui a pas donné la liberté comme ça. Où sont les Indiens d'Amérique? Ils ont disparu. Ils ont été exterminés. Si l'homme noir n'a pas été exterminé, parce que il a combattu, malgré la ségrégation, l'homme noir a combattu. Il a contribué en mathématiques, en sciences. NASA, l'homme noir, les femmes noires ont contribué pour envoyer les vaisseaux spatiaux dans l'espace. L'homme noir a contribué encore dans les arts, le cinéma, le sport. Tout ça, c'est le tableau des États-Unis. L'homme noir contribue. On ne peut pas en vouloir à une population qui ne représente que 13% d'une grande nation comme les États-Unis. Et la moitié des prisonniers aux États-Unis, ce sont des Noirs. Et quand vous suivez pourquoi ils sont en prison, ce sont des délits, quelquefois, qui n'ont même pas de sens. Et souvent, ce sont des procès montés. Il y a peut-être une semaine, vous avez vu cette raciste femme blanche qui était dans un parc. Son chien était en train de chier partout.
Et pourtant, dans les parcs, c'est interdit que les chiens puissent chier. Et cet homme qui est noir, qui a seulement dit que non, madame, occupe-toi bien de ton chien, il ne peut pas chier. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle s'est mise à crier, elle a pédé la police. Parce qu'il y a une culture qui a été implantée et qui travaille et qui avance. Et qu'on dit que voilà, normalement, de toutes les façons, les Noirs doivent se taire, doivent retourner à la ségrégation. Et ça n'arrivera plus. Moi, je crois que même en tant que pasteur, en tant que chrétien, nous devons en quelque sorte aussi que les messages dans nos églises changent un peu. Nous devons motiver la population parce que l'homme noir est minoritaire sur la terre. L'homme noir est minoritaire. Nous sommes minoritaires partout. Et très bientôt, à cause de la Chine et de sa politique, nous deviendrons encore minoritaires chez nous. Nous n'avons pas besoin de venir vivre en Europe. On n'a pas besoin d'aller aux États-Unis. On a des pays en superficie 3 fois, 4 fois, 5 fois que les pays européens. Chaque Congolais, chaque Angolais, chaque Congolais, Brazza, chaque Camerounais peut avoir un quartier pour lui. Des pays comme l'Angola, on n'est même pas 30 millions d'habitants. On n'est même pas 30 millions d'habitants. On a un superficie 3 fois plus grand que la France. Et la France a 66 millions d'habitants. 66 millions d'habitants, mais nous avons l'espace chez nous en Angola. Le pays est 3 fois en superficie plus grand que la France. Et le sous-sol est scandaleusement riche. Donc ce qui fait que, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Pourquoi nous sommes ici? Et ces hommes qui passent tout le temps aux élections et qui sont 30 ans, 40 ans au pouvoir, 20 ans, 18 ans au pouvoir et qui n'arrivent pas à faire quoi que ce soit et qui s'appellent des nationalistes, des faux patriotes. Bravo aux Arabes. Moi j'acclame les Arabes. J'acclame les Arabes. Les vrais patriotes, les vrais nationalistes, ce sont les Arabes. Parce que quand j'ai atterri ici en Europe, les pays de Golfe là, ils étaient sur des ânes. C'était des déserts. Le seul pays de Golfe qu'on parlait, c'était Koweït et l'Arabie Saoudite. D'autres pays, c'était des pays de Bédouins. Il n'y avait rien. Mais aujourd'hui, tout le monde court là-bas. Dubaï. Tout le monde court là-bas. Ils rivalisent avec les États-Unis, Singapour. Ils ont construit leur pays avec le même pétrole que nous avons chez nous. Et nous encore, nos dirigeants, prennent encore l'argent pour aller encore acheter des maisons à Dubaï, investir là-bas. Ils sont incapables de nous donner ne fût-ce que des hôpitaux, ne fût-ce que des routes, ne fût-ce que des écoles, ne fût-ce que de l'eau potable, ne fût-ce que l'énergie. Ne fût-ce que l'énergie. On n'a pas l'énergie, on n'a pas l'eau potable. Ne fût-ce que ces deux choses. Ne fût-ce que ces deux choses. Ces hommes politiques qui tout le temps acquisent l'église, pendant qu'ils volent des milliards, ils acquisent l'église qui prend peut-être des miettes, des monnaies. Je connais aucun pasteur milliardaire en Angola ou au Congo ou au Cameroun. Je connais aucun pasteur milliardaire. Je ne connais pas. Même millionnaire. Je ne sais pas qui est le pasteur millionnaire. Le noir doit changer. Le noir doit se réveiller. Moi, je crois l'Afrique a besoin d'une grande révolution. L'Afrique a besoin d'une grande révolution pour que la classe politique qui continue à pérenniser la colonisation et l'esclavage de noir par le noir dans nos propres pays, ça doit prendre fin. En tout cas, là, je n'ai pas parlé parce que je suis pasteur ou chrétien. J'ai parlé parce que je suis humain. Parce qu'à Minneapolis, là-bas, j'ai vu toutes les races confondues. Tout être humain qui a un raisonnement en tant qu'humain, il ne peut pas accepter ce genre de choses. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que cette police des États-Unis fasse honte d'un pays, soi-disant, grand pays de la liberté. On dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu n'es pas capable de soigner ta maison, tu vas aller soigner la maison de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas normal. Comment vous voulez aller vendre la liberté dans d'autres pays, dans d'autres continents, si dans votre propre pays, la liberté n'est pas permise? Un homme qui est dans la voiture n'est pas en sécurité. Qui sort du travail pour aller à la maison n'est pas en sécurité. N'importe quel suprémaciste blanche ou blanc peut appeler et assassiner. Des vidéos sont partout. Des femmes noires maltraitées, malmenées. On a vu il y a quelques années, il y a 4 ans,
des jeunes filles de 15 ans, 16 ans, des policiers sautaient sur eux, faire des acrobaties, des prises de karatéka, comme si c'était en train de bagarrer contre d'autres policiers. Mais c'était des jeunes filles. Il y a une autre vidéo qui était, je crois, de l'année passée, où un jeune noir est déjà à genoux, les mains en l'air, mais il y a 7 voitures de policiers qui braquent les armes à feu contre un jeune homme et qui continuent à appeler au renfort. Vous voyez la technique? Qui continue à appeler au renfort. Mais le jeune homme, il est à genoux, il a les mains en l'air. Qu'est-ce qui manque à ces policiers? D'aller le prendre et le menotter. Mais non, ils sont de loin, ils braquent les armes, ils continuent à appeler au renfort et le jeune homme doit s'agiter afin de tirer sur lui. Ça, c'est de là. Ça, je ne sais pas, il n'y a pas de nous. Il n'y a pas un alphabet, il n'y a pas une conjugaison, il n'y a pas un verbe pour des actes comme celui-ci. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une conjugaison, il n'y a pas un alphabet, il n'y a pas une conjugaison, une lettre, il n'y a pas une langue pour exprimer de tels actes. Vous comprenez que c'est quelque chose qui est bien préparé, qui est bien travaillé. Et malheureusement, ce plan va se retourner contre l'Amérique. Parce que si l'Amérique pense ramener les Noirs à la ségrégation, le malheur, c'est quoi? Il a déjà le problème avec la Chine, avec tous les Européens. Il va se retrouver isolé. Tu ne peux pas croire, parce que tu as des bombes atomiques que tu as comme ça, tu vas t'isoler. L'Amérique tout seul ne peut pas vivre. L'Amérique, quelle que soit sa puissance, il a besoin d'autres pays. L'économie ne peut pas tourner. C'est pourquoi le Facebook, le Google sont partout. L'Amérique ne peut pas penser que non, je suis un grand pays, je dépends de moi-même. Non. Malheureusement, c'est un pays que nous aimons tous. Parce que c'est un pays majoritairement quand même chrétien, un pays qui prône la liberté, un pays qui soutient les missionnaires, un pays qui... Moi, j'aime l'Amérique, j'aime les Amériques, j'aime les États-Unis d'Amérique, j'apprécie les États-Unis d'Amérique. Mais comment on peut continuer à apprécier un pays dont on est en train de laisser aux suprémacistes blancs de détruire tout ce que le père fondateur, néanmoins, ont construit. Le président qui avait aboli l'esclavage, Abraham Lincoln, le premier président noir américain, c'est un noir qui avait aboli, n'est-ce pas, la ségrégation et l'esclavagisme aux États-Unis. Mais ils ont tout fait changer l'histoire jusqu'à présenter Abraham Lincoln comme un blanc. Et pourtant, Abraham Lincoln, les historiens lui disent, c'était un noir. Comme si un noir ne doit pas faire quelque chose qui doit rester dans l'histoire. Les noirs ont inventé des choses qui ont été taroquées, comme disent les Italiens, qui ont été déviées. N'est-ce pas? Les noirs ont fait des inventions qui ont été volées. Et Abraham Lincoln, je suis allé m'informer. Donc, même quand vous entrez dans Google, vous allez voir qu'il y a, je crois, sa maman ou son père qu'on ne montre pas. Qu'on ne montre pas. Pourquoi? Parce qu'il était noir. Il était noir. Abraham Lincoln, ce n'est pas Barack Obama qui est le premier président noir. Non. Le premier président noir était Abraham Lincoln. Et qui a eu le courage d'abolir l'esclavage et la ségrégation aux États-Unis. Si nos dirigeants noirs africains ne vont pas sauver nos nations, ils vont se noyer avec nous. Il faut le savoir. C'était un ras-le-bol. Que Dieu bénisse le noir partout dans le monde. Que Dieu bénisse les pays qui nous accueillent. Parce qu'ils ne sont pas tous racistes à son intérieur. La preuve est que tout blanc n'est pas raciste. Tout blanc n'est pas suprémaciste. Il ne faut pas faire l'amalgame. C'est pourquoi, quand on parle de ces choses, on ne s'adresse pas seulement vraiment aux blancs. Parce que ça n'a rien à voir. C'est une classe politique qui a créé cette déontologie, ou cette doctrine, pardon, des suprémacistes blancs, la race aryenne,
qui a créé cette doctrine, n'est-ce pas, de suprémaciste, et qui a introduit le racisme, le mépris de l'autre race, comme si dans le monde, il y aurait une race supérieure et une race inférieure. Il n'y en a pas. La preuve est que tout le monde meurt. La preuve est que on a vu dans l'histoire les empires s'effondrer. Et ces empires vont s'effondrer. Et moi je crois qu'il y a encore le temps de sauver l'humanité par de bonnes actions. Il faut les encourager. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.